Après plusieurs perturbations entraînées par la pandémie à coronavirus en milieu scolaire, le gouvernement a décidé de rouvrir les classes avec des directives précises. Le respect des mesures barrières, cette décision de l'État n'est pas observée dans l'enseignement supérieur. C'est le seul titre de cette édition. Les détails dans un instant. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous si vous nous rejoignez sur Ondo TV. L'ouverture des écoles privées et publiques est effective depuis le 25 janvier dernier. Cela n'est pas sans conséquence vu l'augmentation vertigineuse de la pandémie. L'État a mis en place des dispositions pour le respect des mesures barrières dans les établissements. Par contre, les étudiants des universités publiques se trouvent hors jeu. Un reportage de Mariam Traoré et Aboubakar Traoré. Face à la crise sanitaire qui traverse notre pays depuis un certain temps, ralentit d'énormes secteurs d'activité. En effet, les établissements supérieurs ne sont pas moins épargnés. Les cours avaient été suspendus il y a cela plus d'un mois. Ici, nous sommes à la faculté des sciences économiques et de gestion à Bamako, dont la rentrée est effective. Mais selon certains étudiants, les mesures barrières sont au point mort. Je tiens à vous dire que les mesures barrières ne sont pas respectés dans notre faculté en fait, y compris beaucoup d'autres institutions, comme on dit, scolaires et comme on dit universitaires. Parce qu'en réalité, je ne sais pas si doter les établissements des masques, gel alcooliques relève de la compétence de l'administration ou du rectorat ou même du ministère de l'enseignement supérieur. Nous ignorons ça pour le moment, mais nous invitons l'État à s'impliquer en fait. Parce que aucune mesure barrière n'est respectée, il n'y a pas de gel hydroalcoolique, la distanciation sociale n'est pas respectée, nous ne sommes pas dotés des masques. Même constat pour la distribution des masques et les gels hydroalcooliques. Les étudiants des établissements supérieurs affirment d'avoir été oubliés par l'État. Bon, en réalité, moi je veux dire qu'en tant que responsable dans un amphi de 500 places, les mesures barrières ne sont pas respectées du tout par les étudiants parce que et aussi je ne vois pas les erreurs comme de la part des étudiants, mais je vois les erreurs comme de la part de l'État. Parce que l'État a donné le masque dans toutes les organisations, les CNJ, l'UNESCO et d'autres organisations. Mais je peux me présenter aussi comme, en tant que moi, le restaurant, je n'ai pas vu la part des étudiants. Et pourtant, même l'autre jour, là, notre professeur a posé la question, pourquoi vous, les étudiants, en tant que le futur cadre de ce pays, dont on doit inquiéter de votre avenir, mais vous ne respectez pas du tout les mesures barrières. Les étudiants ont répondu, on n'a pas de moyens pour acheter vraiment. Parce qu'ils ont raison, parce que l'État n'a pas donné leur part aussi. Et pourtant, les étudiants doivent être les prioritaires et pour le bénéfice de ces masques-là. Les masques que nous avons, nous les achetons. Donc tout le monde n'a pas la volonté de le faire en fait. Mais si toutefois l'État avait donné, comme on dit, des masques à tous les étudiants, on pourra en ce moment imposer, sinon obliger l'ensemble des étudiants de porter ça. Sinon tu n'auras pas accès à la salle. Mais toi, tu n'as pas donné de masque à quelqu'un, tu ne peux pas l'obliger à faire quoi que ce soit. Parce que tu ne sais pas comment il se déplace, sa situation, on l'ignore en fait. Si rien n'est fait, des jours à venir, ce scénario pourrait multiplier le nombre de cas positifs à la COVID-19 au Mali. La coopération militaire Mali-France ne date pas d'aujourd'hui. Cette relation qui a longtemps fonctionné entre nos deux États est de plus en plus dénoncée par la population malienne, qui pense désormais que cette coopération s'est faite sur le dos du Mali. Comment redonner un nouvel élan à ces liens de fraternité militaire entre le Mali et la France? Notre équipe de reportage Aminata Koumaré et Ibrahim Sow ont posé la question au docteur Ali Tunkara, directeur du Centre des études sécuritaires et stratégiques du Sahel. Suivons ensemble. Alors, lorsqu'on regarde un peu la coopération militaire entre la France et le Mali, elle date quand même du président Moussa Traoré. Cette coopération
a connu certes beaucoup de mutations, beaucoup de changements, même de redéfinitions des objectifs, mais fondamentalement, lorsqu'on parle aujourd'hui de cette coopération, prisme des questions sécuritaires notamment, il y a un certain nombre d'aspects à revoir. Cette coopération aujourd'hui, elle souffre de la non-inclusivité. Cette coopération, elle souffre le fait que l'armée française, en grande partie, a mis sur la touche l'armée malienne. Lorsqu'on regarde partout la force Barkhane française est présente, ce sont des localités, certes très sensibles, où cette armée française joue un rôle extrêmement important dans le cadre de la lutte contre les groupes radicaux violents. Mais dans le cadre de laquelle lutte, l'armée française n'associe pas pleinement, effectivement, l'armée malienne. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut changer concrètement? C'est là. Il serait bon de plaider pour un commandement commun, par exemple, de demander à la France de fournir davantage de renseignements aux éléments de force de défense et de sécurité de la République du Mali, de demander à la France de satisfaire les demandes qui sont réellement exprimées par le haut commandement militaire. Ces demandes ont pour nom l'équipement, ces demandes ont pour nom la fourniture des appareils leur permettant de collecter des renseignements et de fournir des renseignements. Malheureusement, lorsqu'on regarde tout ce qui est apporté par la France en termes de soutien militaire, en termes de coopération militaire, sont des demandes qui ne sont pas forcément celles formulées par l'élite militaire malienne. Alors, ce que les gens oublient, lorsque les Nations Unies sont dans un pays, les différentes collaborations qui peuvent intervenir ne peuvent que s'inscrire dans cette même dynamique. En termes clairs, lorsque il y a lieu d'inviter la Chine ou la Russie, naturellement, ces deux pays sont obligés de s'inscrire dans la même lignée que les autres militaires opérant sous la coupole de l'administration. Donc, à aucune manière, une possible coopération avec la Russie ou avec la France à court terme ne pourrait donner un nouvel horizon à l'offre et à la demande de sécurité au Mali. Une telle hypothèse pourrait être soutenue lorsqu'on regarde à combien pour certaines localités telles que le nord du Mali, beaucoup de témoignages feront état que les armées partenaires, en l'occurrence la force Barkhane française, seraient à certains égards aussi une certaine expérimentation de nouveaux matériels, une certaine expérimentation même des hommes qui viennent de quitter les différentes écoles militaires. Mais tout cela, effectivement, dénote à combien la coopération entre la France et le Mali reste certes une coopération qui est à saluer, mais en dépit de son utilité, elle mérite aujourd'hui adaptation, elle mérite aujourd'hui d'être contextualisée et même circonstanciée. C'est ce qui nous mène à l'actualité internationale en bref et en images. Les États-Unis changent de ton sur le conflit en Libye. Washington a demandé jeudi 28 janvier à l'ONU le retrait immédiat des forces russes et turques du pays. Cela concerne à la fois les militaires et les mercenaires. Une déclaration ferme de la nouvelle administration Biden qui tranche avec celle de son prédécesseur Donald Trump. À peine 2 semaines après son investiture, Joe Biden change donc nettement de ton sur la crise libyenne. Fini les temps où Donald Trump échangeait par téléphone avec le général Haftar pour saluer leur vision commune sur la Libye en pleine offensive meurtrière sur la capitale Tripoli. Confinement au Liban, la colère des habitants de Tripoli ne faiblit pas. Au Liban, des manifestations depuis 4 jours ont fait au moins 1 mort et 300 blessés à Tripoli, la ville la plus pauvre du Liban. Déjà miné par une grave crise économique, le Liban a décrété un confinement strict depuis le 14 janvier à cause du coronavirus et cela a provoqué la colère de la population. RFI a pu contacter des habitants de Tripoli. Ani Hamze habite tout près du siège du gouvernorat de Tripoli. Il entend depuis plusieurs jours des tirs, des jets de cocktails Molotov ou des gaz lacrymogènes. Selon lui, les manifestants qui se heurtent aux forces de l'ordre sont surtout des travailleurs journaliers qui n'ont plus de revenus.
Le vaccin anti-Covid au cœur des stratégies géopolitiques. Les puissances mondiales se posent un rival sur la question des vaccins anti-Covid, les intérêts nationaux reprenant le dessus sur le multilatéralisme pourtant prôné par l'OMS. Et face à des pays occidentaux se repliant sur eux-mêmes, le soft power chinois tisse un peu plus sa toile. En géopolitique, chaque occasion est bonne pour avancer ses pions. La crise sanitaire du Covid-19 et tout particulièrement la course au vaccin l'a encore prouvé. Les questions de prestige, des rivalités et de soft power ont incité les puissances mondiales à se concurrencer plutôt qu'à travailler en commun. Parlons santé, classée parmi les maladies qui font plus de mal dans le monde. L'AVC, ou encore appelé attaque cérébrale, est un déficit neurologique soudain d'origine vasculaire causé par un infarctus ou une hémorragie au niveau du cerveau. La multiplication des cas d'AVC s'explique dans ces dernières années dans notre pays par l'industrialisation et l'urbanisation de nos quotidiens. Plus de détails avec Kouroutoumou Koulibaly et Aboubakar Traoré. L'accident vasculaire cérébraux est une maladie qui généralement touche les personnes du troisième âge. Un AVC, qui constitue une urgence médicale, est une défaillance de la circulation du sang qui affecte une région plus ou moins importante du cerveau. Il survient à la suite de l'obstruction ou de la rupture d'un vaisseau sanguin. Il y a des facteurs qui vont prédisposer la survenue de cette maladie. Il y a des facteurs qui vont faire que cette maladie va être plus fréquente chez une personne plus qu'une autre. C'est ce qu'on appelle les facteurs de risque. Parmi les facteurs de risque, il y en a qui sont bien connus, sur lesquels je vais insister. Si on devait résumer les facteurs de risque à un seul facteur, je dirais l'hypertension artérielle. Mais il y a d'autres facteurs. Il y a le diabète, il y a le cholestérol, il y a la sédentarité, les gens qui ne vraiment restent, qui n'ont pas d'activité physique. Il y a l'obésité, la prise de poids. Ces dernières années, pour des raisons d'industrialisation et d'urbanisation, les accidents vasculaires cérébraux ou AVC sont en perpétuelle croissance en Afrique, en particulier au Mali. Nos habitudes ont changé. Nous consommons trop sucré, donc ce qui prédispose au diabète. Je vous ai dit que le diabète était un facteur de risque. Nous mangeons très salé, ce qui prédispose à l'hypertension artérielle. Donc nous faisons beaucoup d'hypertension artérielle actuellement. Les gens sont sédentaires. Aujourd'hui, tout le monde, nous utilisons les transports publics, nous utilisons nos véhicules, nous utilisons nos engins, nos motos. Donc les gens, ils font pas d'exercice physique. Ils sont tous sédentaires. Donc aujourd'hui, c'est nos modes de vie qui ont changé. C'est nos habitudes qui ont changé. Et nos nouvelles habitudes que nous avons adoptées ne sont pas de nature à nous aider. Donc nous avons ce qui fait une flambée des facteurs de risque. Aujourd'hui, tout le monde est hypertendu, tout le monde est diabétique. Les gens sont obèses. Les gens mangent mal, les gens mangent les fast-food, les gens mangent très salé. Et nous pensons que si rien n'est fait, l'OMS estime que dans les années à venir, 70% des AVC proviendraient de nos régions. Un traitement peut minimiser les lésions cérébrales, mais toutefois, la guérison totale de cette maladie reste une bataille. Et oui, la santé avant tout. Et voilà, ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Prenez soin de vous et des autres. À très bientôt.